Patrice fit teinter son verre de vin contre le mien avec un sourire ironique et murmura « J'aimerais juste qu'il disparaisse ». Assez fort pour que la phrase glisse dans le silence de la salle à manger comme un couteau sous la peau. Tout le monde à table se figea. Les yeux de son amie Carla s'écarquillèrent. Notre voisin Drew laissa échapper un petit rire poli, le genre que les gens font quand ils ne veulent pas prendre parti. J'entendis quelqu'un laisser tomber sa fourchette. Ce n'était pas la première fois que Patrice m'humiliait en public, mais c'était la première fois qu'elle le disait comme si elle le pensait, comme si j'étais un meuble sur lequel elle en avait assez de trébucher. J'essuyai ma bouche avec une serviette, levai les yeux lentement et dis aussi calme qu'un dimanche matin « Les camions de déménagement arrivent à 8 heures. » Elle rit « Trop fort, trop faux déménageant, où ?» Je souris sans cligner des yeux. « Tu le sauras bien assez tôt. » Personne ne dit un mot après cela. Et ce fut le moment où j'ai cessé d'être un mari. Non pas par colère, mais par précision. J'ai terminé mon vin, j'ai aidé à débarrasser la table comme le toutou obéissant que j'avais été pendant des décennies, puis je me suis excusé. Sous la douce lueur de la lampe du bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable que je gardais fermé dans la vieille boîte à outils, sous l'évier, caché à la vue de tous. Je me suis connecté à nos comptes joints. Un clic, une autre confirmation. Bam. Je suis parti. Financièrement, légalement, presque chirurgicalement, ça s'est senti propre. Je ne suis pas parti avec du drame. Je n'ai pas dormi dans la chambre d'amis. Je n'ai même pas pris de valise. Je me suis simplement assis dans le salon sombre, regardant le ventilateur de plafond tourner, écoutant le tic-tac de l'horloge que Patrice insistait pour garder même si elle ne donnait jamais l'heure exacte. Et j'ai réalisé que ce n'était pas de la vengeance. C'était la liberté du théâtre. Plus de maquillage de scène, plus de fiches de script collées à ma colonne vertébrale disant « Souris et excuse-toi ». Elle n'a pas remarqué que je redirigeais ma pension. Elle n'a pas demandé pourquoi mon téléphone a vibré à 1h13 du matin avec un code de confirmation d'une banque que nous avions et qu'elle avait oublié. Elle n'a jamais demandé ce qu'il était advenu de la deuxième clé de la boîte aux lettres ou pourquoi je me suis soudainement mis au bénévolat tous les vendredis après-midi. Car j'avais appris que la meilleure façon de disparaître n'était pas de fuir. C'était de devenir invisible, à la vue de tous, tout en construisant une piste d'atterrissage que personne n'a vu venir. Au fait, 98% d'entre vous qui écoutez cette histoire ne se sont pas encore abonnés. Si vous aimez ce genre de règlement de compte, au ralenti, appuyez sur ce bouton. Cela permet aux histoires de continuer à circuler. Et croyez-moi, ce qui suit mérite toute votre attention. Cette nuit-là, j'ai visité un entrepôt que je n'avais pas ouvert depuis 2009. La même bosse dans le coin du mur, la même lumière vacillante du couloir. J'ai dépassé la montagne poussiéreuse de cartons étiquetés « Affaires universitaires de M » et j'ai ouvert le faux mur que j'avais installé des années auparavant quand Patrice pensait que je traversais une phase de thérapie du bois. Derrière une mallette métallique intacte, à l'intérieur des copies d'actes des relevés financiers, un ensemble d'affidavits notariés et une carte de débit prépayée avec suffisamment d'argent pour disparaître pendant 1 an sans poser de questions. Le plus drôle, c'est que je ne voulais pas fuir. Je voulais juste qu'elle ressente ce que l'on ressent quand on parle dans une pièce et qu'aucun écho ne revient. Je voulais qu'elle se tienne dans son petit royaume, un verre de vin à la main, et qu'elle réalise que la couronne était en papier et le trône en métal pliant. Alors quand je suis rentré à la maison à 3h17 du matin et qu'elle était inconsciente avec une bouteille vide sur la poitrine, je l'ai couverte comme d'habitude, j'ai éteint la télévision, j'ai ramassé le gâteau à moitié mangé qu'elle avait laissé, et j'ai souri. Elle avait son souhait. Elle ne s'était juste pas rendue compte que l'acte de disparition avait déjà commencé. Le matin après le dîner, Patrice bavait encore sur son oreiller quand je suis sorti de l'allée à 6h03 du matin. Elle ne remarquerait pas mon absence. Bon sang, elle n'avait pas remarqué ma présence depuis des années. Le café était encore chaud dans la thermos quand j'ai tourné sur l'autoroute 2 villes à l'est vers un quartier si anonyme que même le GPS a hésité. Wexley Heights, une urbanisation construite dans les années 80, coincée entre un supermarché abandonné et un magasin d'appât fermé. Personne n'y prêtait attention. Et c'est précisément pour cela que j'ai gardé le duplex à mon nom ici et que je n'ai jamais dit un mot. Mon oncle me l'a laissé en 2008. Patrice était trop occupé à planifier notre deuxième croisière, nouveau départ, pour se soucier du courrier que je recevais du registre du comté. Le bâtiment était comme toujours. Un revêtement beige terne une boîte aux lettres vertes suffisamment rouillée pour paraître laide, pas assez pour être remplacée. Mais c'était à moi intouchable pour elle. Les fenêtres me regardaient, comme de vieux amis qui s'avèrent ne pas poser de questions. À l'intérieur, ça sentait la poussière, le plastique et la légère trace du mauvais goût de quelqu'un d'autre sur le papier peint. J'ai passé mes doigts sur le bord de la balustrade.
du bois massif toujours sans grincement. Les tuyaux grognaient comme des genoux arthritiques quand j'ouvrais le robinet, mais l'eau coulait claire. C'est plus que ce que je pouvais dire des mensonges dans ma maison. J'ai passé 40 minutes à marcher, de pièce en pièce, sans planifier, sans imaginer, juste en confirmant. Ce n'était pas une fantaisie, c'était de la logistique. À 8 ans pile, Roy s'est arrêté dans un pick-up argenté garé en diagonale sur les 2 places, comme s'il avait tout le droit de perturber la symétrie. Il n'avait pas changé. Même veste grise, même habitude de mâcher des cure-dents, comme s'ils étaient dans des sentences. Il aidait les gens comme moi à l'époque où la transition rimait avec la réhabilitation post-divorce. Pas cette disparition calculée. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé avant même de saluer. J'ai acquiescé. Je le suis depuis un bon moment. Il a ouvert la boîte à gants et m'a tendu le dossier. La liste de contrôle était précise, écrite dans cette police mécanique qu'il aimait. Transfert de titre de véhicule, activation de fiducie révocable, contrat de location signé effectif le lundi, réaffectation de la résidence principale, police d'assurance redirigée. J'ai paraphé chaque ligne, sans hésitation. Roy m'a observé comme un homme qui confirmait que la gravité fonctionnait toujours. « Ton gars est toujours bon pour lundi ?» ai-je demandé. Il a acquiescé. Déménageur à 8 heures, équipe de nettoyage à midi, l'agent immobilier intervient le jeudi. Tout le reste est programmé avec des déclencheurs numériques. Je lui ai tendu une clé USB cryptée et soigneusement étiquetée, sauvegarde au cas où. Il l'a prise, il n'a même pas cligné des yeux. « Tu sais, » a-t-il dit en mâchant, « tu es l'homme qui disparaît le plus tranquillement avec qui j'ai travaillé. »« C'est le truc, » ai-je dit. « On ne disparaît pas par rage, on disparaît par clarté. » Roy a ri. « Elle va se battre ?»« Pas au début, » ai-je dit prenant l'enveloppe manille avec les instructions de transfert préapprouvées. Elle est trop occupée à me sous-estimer. Je ne lui ai pas parlé du petit détail caché dans le contrat de location que la locataire qui emménageait à côté était Meredith, non pas comme une espionne juste présente observatrice. Nous avons parlé à voix basse il y a des mois. Elle savait ce que Patrice avait dit à huis clos. Elle savait aussi que la cruauté de sa mère n'était pas une phase. C'était un schéma. J'ai fermé le duplex à clé, j'ai placé les papiers sous mon bras et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ma 3e année de mariage. Le contrôle. Pas le pouvoir, pas la vengeance, juste le contrôle, tranquille et mesuré. En rentrant chez moi, je suis passé devant un panneau d'affichage annonçant une retraite de thérapie de couple. Des visages souriants se tenant la main dans la forêt. L'ironie m'a fait rire tellement fort que j'ai dû m'arrêter. Quand je suis rentré, Patrice était toujours en robe de chambre, regardant son téléphone, cherchant probablement quelqu'un pour valider sa petite blague de la nuit dernière. Elle n'a pas remarqué que mes chaussures avaient de la poussière de gravier. Elle n'a pas demandé où j'étais allé. C'est la beauté de la disparition. On peut commencer bien avant que quelqu'un ne se rende compte qu'on est parti. Il est probablement en train d'acheter une camionnette pour y vivre, c'est bien qu'il parte. Les mots flottaient dans le couloir comme une brume empoisonnée, à moitié étouffée par des rires et le cliquetis de la glace dans son verre de bourbon de l'après-midi. Patrice était au téléphone avec sa sœur, la rigolote, celle qui portait encore des vestes en cuir, et appelait l'infidélité la flexibilité émotionnelle. J'étais juste dans le coin, sombre, près du placard à linge, à écouter, comme j'avais appris à le faire pendant des décennies. Patrice ne vérifiait jamais si j'étais là. J'étais le papier, peint la douce musique de fond de sa performance quotidienne. Il a été tellement bizarre dernièrement, je crois qu'il perd la tête, continua-t-elle avec un murmure dramatique. Il a dit quelque chose à propos d'un camion de déménagement au dîner. Tu peux le croire. Un camion comme s'il avait du cran. Sa sœur laissa échapper un gloussement dans le haut-parleur et Patrice se joignit à elle, son rire strident et gorgé de vin. Honnêtement, j'aimerais qu'il parte. J'aurais bien besoin d'espace. Peut-être que je pourrais enfin refaire la cuisine sans ces feuilles de calcul de budget qui me pèsent sur l'épaule. Elle n'avait aucune idée qu'au moment où elle terminait cette phrase, j'avais déjà supprimé mon nom de tous les comptes de services publics liés à cette maison. Gaz, électricité, eau, tout était son problème. Maintenant, je répertoriais même les avis de déconnexion soigneusement dans une feuille de calcul, non par dépit, mais par ordre. Je n'étais pas en colère. Je gérais. Ce même après-midi, j'avais rendu visite à la banque, notre banque, et j'avais fermé le coffre-fort commun, celui qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier, supposant qu'il ne contenait que de vieilles bagues et des certificats de naissance. Je l'ai vidé méthodiquement. L'alliance de ma mère, les médailles de guerre de mon grand-père, l'acte de la petite parcelle de terre dans le Wyoming, que Patrice appelait toujours ta pitoyable fantaisie de colline. Disparu, transféré, sauvegardé.
La pension avait déjà été redirigée il y a 3 jours. Le dépôt direct glissait maintenant silencieusement sur un compte privé sous mes initiales et une SARL que j'avais enregistrée il y a 15 mois. L'adresse qui y était liée, le duplex de la rue Wexley, légale invisible permanente, est toujours là. Elle riait en se servant un autre verre et en bavardant avec sa sœur sur la façon dont je ne savais probablement même pas comment utiliser Craigslist. Je traçais les dernières pièces comme un échiquier coup après coup, un roi silencieux qu'il avait laissé danser sur l'échiquier pendant des décennies, juste pour l'enfermer pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où aller que hors de l'échiquier. Cette nuit-là, le quartier s'anima. Les guirlandes de lumière de Noël s'allumèrent, comme si la ville exhalait. Notre rue se mettait toujours à l'heure des fêtes très tôt. Clark, de l'autre côté de la rue, avait déjà un Père Noël gonflable de 9 pieds, se balançant maladroitement dans le jardin. Des enfants courèrent sur le trottoir, avec des manteaux matelassés, riant, traînant des luges sur les feuilles mortes. Ça sentait le bois de cheminée et la cannelle et l'espoir lointain. À l'intérieur de notre maison, un silence assez dense pour être mâché. Elle continua au téléphone pendant une autre heure, buvant et riant, sa voix passant de la cruauté désinvolte à l'ennui performatif. Je restais hors de vue dans mon bureau, la porte entr'ouverte, imprimant une dernière série de relevés, notariant le dernier formulaire et scellant 3 enveloppes avec des autocollants codés par couleur. Bleu pour Roy Rouge, pour l'agent immobilier, vert pour l'avocat. La vieille imprimante grinçait en finissant. Elle ne l'entendit pas. Elle était trop occupée à planifier comment elle repeindrait les murs de la chambre une fois que je serais parti. C'était la différence entre nous. Elle pensait que le départ était bruyant, dramatique. Une valise à la main peut-être, une dispute criarde sur la pelouse, une grande scène où elle serait la victime. Mais je sculptais ma sortie, en chuchotement et en décimales, un document. À la fois, une porte fermée, après l'autre. Au moment où elle remarquerait que les murs se resserraient, la maison ne s'effondrait pas. Elle ne serait simplement plus la sienne. Le bureau du comptable n'avait pas changé en 30 ans. Il sentait toujours faiblement le désinfectant au citron et l'encre d'imprimante avec le même diplôme décoloré de Syracuse tordu sur le mur du fond. Harold Fitz était le genre d'homme qui n'avait jamais mis à jour sa coupe de cheveux, ni son éthique. Gris fiable calme exactement le genre d'homme que l'on veut pour gérer des chiffres qui pourraient ruiner des vies. Il leva les yeux de la pétition que je venais de lui remettre, ses lunettes à monture métallique glissant sur son nez. « Êtes-vous sûr de cela, Martin ?» Je me calai dans la chaise, ouvris la mallette en cuir usé et sortis le premier dossier. Épais à onglet codé par couleur. « Ce n'est qu'un échauffement », dis-je, le posant doucement sur la table. Il l'ouvrit. Relevé American Express des 7 dernières années marqué au surligneur rouge. Hôtel à Asheville, 3 bijouteries différentes dans des villes que je n'ai jamais visitées. Trajet Uber depuis des bars vers une adresse résidentielle à Chesterfield qui n'était certainement pas celle de sa sœur. Je lui tendis un deuxième dossier. Celui-ci était plus désordonné. Des captures d'écran de ses sessions de poker en ligne, des retraits sur des sites de paris douteux, un transfert de 9 700 $, marqué « Consultation », envoyé à un homme listé sur son téléphone comme Daniel B., que j'ai ensuite confirmé, grâce au registre public, être le même homme qui possédait la propriété où elle était mystérieusement toujours en train de garder le chien d'un ami. Harold feuilleta les papiers comme s'il lisait un thriller qu'il ne voulait pas finir. « Jésus !» murmura-t-il. « Voulez-vous toujours que je revoie les retenues fiscales ce trimestre ?» demandai-je, sans expression. Il expira brusquement, se pencha en arrière et me fixa. « Vous avez collecté cela pendant des années, » dit-il. « Pourquoi maintenant ?» Elle m'a finalement donné la permission, dis-je. Au dîner, elle a dit à toute la table qu'elle souhaitait que je disparaisse. Il ne rit pas. Harold n'était pas du genre à rire. Il hocha la tête une fois lentement, puis ouvrit son tiroir, sortit le papier de la pétition le plus épais, le genre, qui non seulement supprime les noms des titres de propriété, mais invoque des statuts de non-divulgation, des clauses de fraude et des précédents de cette sale affaire du Minnesota dont nous plaisantions avant qu'elle ne devienne trop réelle. Vous déposez une plainte pour abus financier conjugal, dit-il. Correct. Vous devrez prouver que la chronologie correspond à l'utilisation de fonds conjoints sans consentement. Je lui tendis le dossier final, mes notes des reçus, qu'elle ne pensait pas que je gardais des eurodatages recoupés de quand je travaillais à l'autre bout du pays, pendant que sa carte de crédit enregistrait le service d'étage d'un hôtel à 3 villes de là. Elle n'a pas seulement dépensé sans moi, dis-je. Elle a construit une vie parallèle en utilisant notre argent commun. Elle a menti à ce sujet, s'est moquée de moi pendant qu'elle le faisait, et elle ne le sait toujours pas. Je secouai la tête. Elle est trop occupée à rire avec sa sœur. Il regarda de nouveau la pétition, griffonna une note.
Ce ne sera pas rapide, prévint-il. Je n'ai pas besoin que ce soit rapide, dis-je. J'ai besoin que ce soit précis. La pièce devint silencieuse à l'exception du faible bourdonnement du PC de bureau. Harold ajusta ses lunettes, ramassa les dossiers et les plaça dans un meuble verrouillable à côté du bureau. Ça va marcher, dit-il finalement. Elle va paniquer quand elle verra ce qui s'en vient. Elle ne le verra pas, dis-je. Pas au début, c'est le but. Je me levai, boutonnai mon manteau et lui serrai la main. La prochaine étape, c'est la voiture noire. Harold cligna des yeux. Quelle voiture noire? Je souris simplement. Merci Harold. Envoyez les documents lundi. Elle pense que c'est juste une autre semaine. Il hocha lentement la tête, déjà de retour devant son ordinateur, tapant sur le portail client avec la même intensité tranquille qu'il utilisait probablement pour tuer des fourmis quand il était enfant. Méthodique, impitoyable, invisible. Je sortis par la porte arrière. J'utilisais toujours la porte arrière. Silencieux, prévisible, contrairement à ce qui était sur le point de se produire. Le matin du dimanche arriva avec une tension silencieuse, le genre qui s'accroche au mur avant qu'une tempête n'éclate. Patrice se traîna jusqu'à la cuisine, toujours en robe de chambre, ses cheveux un halo ébouriffé de la négligence de la nuit précédente. Le mascara avait coulé en de sombres demi-lunes sous ses yeux. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Pas de bruit de vaisselle, pas d'odeur de bacon ou de café, juste le travail mécanique du réfrigérateur et le léger sifflement des conduits de chauffage. Elle remarqua à peine l'absence de la deuxième tasse de café. À 8h12 du matin, la berline noire s'arrêta. Noir mat, pas le genre bon marché, qu'on loue le genre qu'on loue via des cabinets d'avocats discrets et des sociétés de conseil privés qui ne font pas de publicité. Elle se gara avec une précision chirurgicale, juste devant notre allée, le moteur ronronnant bas comme une menace. Patrice observa à travers les stores les sourcils froncés, serrant son téléphone comme un crucifix. Elle s'attendait à une livraison, peut-être un voisin, peut-être quelqu'un de son ridicule club de lecture pour lequel elle ne lisait jamais. Mais l'homme qui sortit ne portait pas de muffins. Il portait un costume de charbon, des gants noirs sans expression. Sa mallette s'ouvrit d'un clic. Il en sortit un dossier, scellé épais, au coin, marqué professionnel. Il marcha vers la porte. Le coup ne fut pas fort juste définitif. Elle ouvrit la porte en pantoufles, sa robe de chambre, à moitié attachée, mâchant encore ce qu'elle avait trouvé au fond de la boîte de céréales. Il ne parla pas, il lui tendit simplement l'enveloppe à 2 doigts et s'en alla. Elle le regarda partir, clignant des yeux. Puis lentement, elle rompit le seau. Le papier à l'intérieur était croustillant. Avis juridique formel de résiliation de bail avec effet immédiat. Réaffectation de la propriété du logement, conformément à la pétition numéro 48 112B. Libérer les lieux avant 17h, ou cela sera considéré comme une violation de propriété. Les pages de signature étaient jointes, son propre nom y figurait. Imprimées des mois auparavant, elle feuilleta les pages comme si elles étaient écrites dans une autre langue. Puis, encore et encore. Puis, le cri. « Martin, Martin, qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ?» Rien. Elle traversa la maison, en courant, ouvrant les portes à la volée, comme si elles lui devaient des réponses. Le placard était à moitié vide. Mon côté, les tiroirs propres, le lavabo de la salle de bain, pas de brosse à dents, pas de rasoir, le comptoir de la cuisine, les clés, la télécommande de ma voiture, la clé de la maison, la clé du coffre-fort, et un morceau de papier épais plié avec mon écriture soignée comme je l'utilisais pour étiqueter mes dossiers de projet. Je t'ai entendu haut et fort. Elle resta au milieu de la cuisine, pieds nus sur le carrelage froid, sa robe de chambre glissant sur une épaule, et elle lut la note 3 fois de plus, comme si elle pouvait en changer le sens par la répétition. Elle ouvrit le garage. Ma voiture n'y était plus. Elle appela mon portable hors service. Elle monta à l'étage, se connecta à nos comptes bancaires. Accès refusé. Au moment où elle s'assit au bord du lit, mon côté maintenant froid et sans l'empreinte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Ses mains tremblèrent tellement qu'elle fit tomber le dossier scellé 3 fois en essayant de le remettre dans l'enveloppe. Et pourtant, aucun son de la rue, aucun cri de sympathie des voisins, aucun appel téléphonique rappelait juste cette voiture noire silencieuse, roulant en contrebas, comme si elle n'avait jamais été là. Elle regarda la porte, le sol, les clés, la finalité. Elle avait passé des années à se moquer de l'idée de mon départ. Maintenant, elle ne pouvait même pas trouver où le départ avait commencé. La maison ne brûlait pas. Elle n'était pas démolie par une boule de démolition. Elle n'était simplement plus la sienne. Et le pire, elle ne pouvait rien faire. Les doigts de Patrice tremblèrent,
alors qu'elle composait le 3e numéro consécutif, directement sur la messagerie vocale. Encore une fois, elle essaya avec notre fille. Meredith. Pas de réponse. Puis encore. Et encore. Elle laissa un message frénétique à la 5e tentative. La voix brisée. Meredith, ton père est devenu fou. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle appela ma sœur, mon amie d'université, même Clark, le voisin qu'elle évitait normalement, à moins d'avoir besoin de lui pour tailler ses haies. Tous s'étaient tus comme si quelqu'un avait mis en sourdine tout le village. Elle jeta le téléphone sur le lit, manquant l'oreiller et le brisant contre la table de chevet. Peu importe. L'écran était déjà brisé, tout comme son monde soigneusement soigné. À 11h30 du matin, l'adrénaline la submergea. Elle sortit en furie, sauta sur le siège du conducteur, toujours en robe de chambre, sous un manteau d'hiver, et démarra en trombe de l'allée, comme si elle avait un endroit où aller. Elle roula à toute vitesse vers la maison de sa sœur, à 3 villes de là, répétant son indignation et sa confusion tout au long du trajet. Il perd la tête, il essaie de m'effacer. J'ai besoin d'aide. Dis-moi que je ne suis pas folle. Mais quand elle arriva et claqua la porte, sa sœur resta simplement sur le porche, les bras croisés, les yeux méfiants. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» aboya Patrice. Sa sœur hocha lentement la tête. « Il était là hier. Calme concentré. Il a tout expliqué. » La bouche de Patrice s'ouvrit. « Il quoi ?» Il n'a pas crié, il n'a pas pleurniché. Il m'a juste montré des documents, des dates d'épreuve. Il a dit qu'il voulait que je sache ce qui allait arriver pour que tu ne sois pas confuse quand tu essaierais de déformer la réalité. Patrice recula en titubant, comme si le vent l'avait frappé. Tu es de son côté. La voix de sa sœur devint froide. Je suis du côté de la vérité. Elle ne se souvenait pas être rentrée, seulement le son de sa propre respiration. Trop rapide, trop superficielle, et le faible bourdonnement de la réalité qui se frayait un chemin à travers son déni. Elle tourna dans notre rue comme quelqu'un qui approche de la scène d'un crime. Et là, ils étaient 2 camions de déménagement flanquèrent la maison. 3 hommes qu'elle n'avait jamais vus sortirent des cartons avec une efficacité rapide. Elle freina brusquement, sauta et cria « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» L'un des déménageurs lui tendit tranquillement un presse-papier et dit « Madame, cette propriété est évacuée selon l'ordre en dossier. Les dernières charges sont presque prêtes. » Elle le poussa pour entrer dans la maison. Sa maison, bon sang. Et elle faillit glisser sur le sol poli. Les meubles avaient tout disparu, les murs étaient nus, les placards vides. La seule chose qui restait dans le salon était une unique boîte en carton placée juste au centre, comme si elle l'attendait. Des gribouillis au marqueur dessus, « Tes mots ». Elle la fixa longuement, puis décolla lentement le ruban adhésif. À l'intérieur, une pile de captures d'écran de messages de discussion de groupe, ses emails, chaque commentaire sarcastique qu'elle avait fait à ses amis à mon sujet, me traitant de relique ennuyeuse, de feuilles de calcul mourantes sous forme humaine, de pull beige ambulant. Il y avait des impressions datées de ces blagues cruelles de fête de Noël. Une particulièrement longue qu'elle avait envoyée à sa sœur. Martin est basically un papier peint maintenant, je ne l'entends même pas quand il parle. En dessous de ses transactions bancaires liées à des dîners et des bijoux. Puis la pièce finale, une impression couleur d'un message de son Gmail privé envoyé à un homme étiqueté D. Le message était court. Il ne se doute de rien, jamais. Honnêtement, j'aimerais qu'il disparaisse simplement pour que nous puissions repartir de zéro. Elle laissa tomber le dossier comme s'il brûlait. Les déménageurs sortirent derrière elle, passant comme des fantômes, emportant les derniers échos. Pas d'adieu, pas de jugement, juste le devoir. Elle était seule maintenant dans la coquille de sa propre maison. Correction, pas sa maison. Elle resta là en silence, entourée d'un air qui ne lui appartenait plus, tenant une boîte de preuves qu'elle ne pensait jamais que quiconque verrait. Pour la première fois de sa vie, Patrice était à court de personne à qui parler. La seule voix qui restait était la sienne, et maintenant, elle la regardait en encre, en lettres, dans un noir et blanc, froid et indéniable. L'appel est arrivé à 16h42. Patrice avait fixé le mur blanc où se trouvait autrefois la télévision, la boîte toujours ouverte, à ses pieds, son contenu éparpillé comme des preuves médico-légales. La pièce semblait plus lourde maintenant, dépouillée de meubles et de bruit. Seule sa respiration remplissait l'espace et elle n'était pas régulière. Le téléphone a vibré une fois sur le sol à côté d'elle. Meredith. Elle s'est jetée dessus comme une femme qui se noie cherchant un morceau de bois. Meredith. Oh Dieu merci. Enfin, il y a eu une pause de l'autre côté. Froide, plate, sans même un semblant de réconfort. « Je t'ai prévenu », a dit Meredith, sa voix basse et mesurée. « L'année dernière, je t'ai dit d'arrêter. » Patrice a cligné des yeux. « Arrêter quoi ? Je n'ai même pas… »
Arrête de te moquer de lui. Arrête de le traiter comme un meuble, comme un appareil cassé que tu es trop paresseuse pour remplacer. Je t'ai dit que je ne resterai pas les bras croisés à te regarder le saper. La voix de Patrice s'est brisée. Il essaie de m'effacer. Non, a dit Meredith brusquement. Il est en train de se rappeler qui il est. Le silence qui a suivi était assez profond pour l'engloutir tout entière. Attends Meredith, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, il monte tout le monde contre moi, il est allé chez tes tantes, il planifie ça. Il est... Tu crois qu'on ne l'a pas remarqué? A interrompu Meredith, plus froide maintenant. Tu crois que personne n'a remarqué comment tu lui parlais au dîner, ou à Noël, ou cette nuit où tu l'as laissé dehors, accidentellement pendant une tempête de neige? C'était... a bégayé Patrice. C'était un malentendu. Il a oublié son manteau. J'étais là, a claqué Meredith. Tu as ri. Tu m'as dit, peut-être que le fait de geler le fera réfléchir. Je me souviens de tout, maman. Patrice s'est tu. Les vieilles excuses se sont fanées avant même de sortir. Je ne te déteste pas, a dit Meredith après une longue respiration. Mais je ne vais pas te secourir. Tu as construit ça un commentaire sarcastique à la fois. Puis le clic. La ligne a coupé. Patrice est resté là, le téléphone collé à l'oreille, bien après que l'écran se soit éteint, attendant, priant pour que ce soit une erreur que l'appel ait été coupé, que Meredith rappelle et dise qu'elle ne le pensait pas. Mais aucun appel n'est arrivé, aucun message, juste le poids silencieux de la vérité qui s'installait dans sa cage thoracique comme du ciment humide. Elle a essayé de se dire que c'était temporaire, que le sang était plus épais, que l'orgueil blessé, que les filles ne deviennent pas froides du jour au lendemain. Mais le pire, elle n'avait pas réalisé que Meredith s'était éloignée pendant des années. Elle avait manqué la distance, les appels courts, les regards roulés quand elle dénigrait Martin à Thanksgiving, les sourires forcés quand elle insultait son obsession de l'organisation ou se moquait de lui parce qu'il passait les week-ends dans le garage à cataloguer de vieilles photos. Elle avait confondu le silence avec la conformité. Maintenant, il n'y avait nulle part où se cacher. Sa fille avait choisi un camp et ce n'était pas le sien. Dans cette pièce vide, avec seulement une boîte pleine de honte et l'écho de sa propre voix, Patrice l'a ressenti pour la première fois. Non pas de la confusion, non pas de l'indignation, mais quelque chose de plus brut. L'abandon, non pas le genre qu'elle infligeait, le genre dont elle ne pouvait pas s'échapper. À 9h06, le lendemain matin, la boîte de réception de Patrice a pingé. L'objet disait « Lien sécurisé du bureau de Langford Sharp & More, LLP ». Un instant, elle l'a fixé clignant des yeux à travers un voile d'épuisement. Sa main planait au-dessus de la souris comme si elle pouvait la brûler. Son cerveau, encore brouillé par le silence de la nuit précédente, tentait de lui dire que c'était une erreur. Une erreur de facturation, peut-être un spam, mais son nom était bien orthographié et le logo était réel. Elle a cliqué. Une barre de chargement a rempli l'écran. Puis un simple message. Appuyez sur lecture pour commencer. Martin est apparu à l'écran. Pull, marine impeccable, rasé de près, assis dans un bureau calme avec une lumière ambrée douce et un verre d'eau posé avec précision à ses côtés. « Patrice » a-t-il dit. Sans colère, sans émotion, juste une fermeté lasse qui la mettait plus hors d'elle que n'importe quelle rage. « Je ne te hais pas, mais je refuse de continuer à être ton public. » Elle a tressailli. Ce n'était pas une menace, c'était pire. C'était une résignation, une libération. Tu as clairement fait connaître ta position haut et fort et à plusieurs reprises. Et pendant des années, je l'ai toléré parce que j'ai confondu la résilience avec l'engagement. Il a regardé directement la caméra. Sa gorge s'est serrée. Mais j'ai cessé de tolérer. J'ai commencé à réclamer. La vidéo est passée à un nouvel écran, une feuille de calcul. Propre, impitoyablement organisée. Ligne par ligne, elle détaillait les transferts. Les fonds déplacés vers des comptes séquestres. Des LLC dont elle n'avait jamais entendu parler. Des fiducies avec des noms vaguement familiers, mais qui existaient maintenant complètement séparés d'elle. Propriété réaffectée, titre de propriété mis à jour, désignation de garde, révoquée, directive médicale, modifiée, procuration révoquée dans le coin inférieur droit. Initié, il y a 14 mois, achevé à 93%, avec un achèvement projeté dans 6 jours. Puis, un deuxième onglet s'est ouvert automatiquement. Des dons de bienfaisance, des dizaines des organisations, avec des missions dont elle s'était moquée au dîner des causes que Martin avait mentionné discrètement, une fois, puis cessé de mentionner après qu'elle ait levé les yeux au ciel trop de fois. L'un des dons, une somme importante, redirigée d'un compte commun qu'elle supposait encore destiné à des rénovations. Bénéficiaire, un refuge pour vétérans portant le nom du père de Martin. Un autre, un fonds de bourse d'études créé avec le nom de jeune fille de sa mère,
un héritage sans elle. Sa main vola à sa bouche, tandis que ses yeux parcouraient la note inférieure. Actif précédemment listé sous Patrice E. Malalry, statut actuel réaffecté en attente d'autorisation légale finale, pourcentage récupérable 0%. L'écran est revenu à Martin. Ses yeux étaient plus doux maintenant. Pas cruel, pas triomphant, simplement terminé. « Je ne t'efface pas, dit-il. Je choisis simplement de cesser d'être effacé. » Une pause. « Cette vidéo s'auto-exprimera dans 24 heures. Vous pouvez télécharger les documents joints pour vos dossiers, mais il n'y a plus rien à discuter. Vous avez clairement exprimé vos désirs. Vous avez souhaité que je disparaisse. » Il s'inclina légèrement. Et c'est ce que j'ai fait. La vidéo se termina. Patrice resta immobile fixant la barre de lecture comme si la rejouer produirait une fin différente, mais ce ne fut pas le cas. Elle cliqua sur les documents des fichiers juridiques, des décisions irrévocables, ses propres signatures notariées à côté d'autres qu'elle ne se souvenait pas avoir signées. L'avocat avait tout préparé avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une extraction. Et elle n'avait même pas senti le scalpel. Elle essaya d'appeler le cabinet d'avocats. Messagerie vocale. Elle essaya de recharger le lien. Vidéo marquée « Vue », session complète. Le curseur clignotait sur l'écran vide. Elle regarda autour d'elle. Ce n'était plus un foyer. Pas de meubles, pas d'écho, seulement le même silence creux et résonnant. Tout ce qu'elle croyait sien lui avait échappé des mains comme de la poussière entre des doigts ouverts. Et il n'avait pas crié. Il n'avait pas fait de crise de colère. Il était simplement parti systématiquement, intelligemment, silencieusement. Et maintenant, tout ce qui restait était le poids de sa propre voix, disant « J'aimerais juste qu'il disparaisse. Vœu exaucé. » Exactement à 13h17, son téléphone a vibré. Une seule fois. Un SMS. Pas de nom de contact. Juste un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Si vous voulez une conclusion, rendez-vous à 16h au 127 rue Wexley. C'est tout. Pas de ponctuation, pas de supplication, pas de ton, juste des coordonnées. Elle l'a lu 5 fois avant de chercher l'adresse sur Google. Rue Wexley, communauté de maisons de ville. Rien de luxueux. 2 villes à l'est. Elle a zoomé sur la vue de la rue. Des unités beiges, identiques, comme des soldats au garde-à-vous, dépourvus de personnalité. Ses mains tremblaient en attrapant son manteau. Conclusion. Le mot résonnait comme un défi, comme une épreuve. Elle n'avait pas mangé. Elle ne se souvenait même pas si elle avait dormi, mais à un moment donné, elle a grillé un feu rouge et n'a même pas bronché. Elle a juste serré le volant, comme s'il lui devait des excuses. Au moment où elle s'est garée devant le 127 rue Wexley, elle avait la bouche sèche et les paumes moites. C'était sans éclat tranquille, une seule plante pendait près de la porte, une boîte aux lettres, en laiton, un rideau légèrement tiré. Elle a sonné une fois. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Martin était là sans surprise, sans suffisance, ni sans être accueillant, simplement présent. Il avait l'air différent, pas plus jeune, pas plus heureux, simplement sans fardeau. À l'intérieur, la maison était impeccable, minimaliste, sans encombrement, sans photos de famille, sans souvenir d'une vie qu'ils avaient partagée. Juste une chaise, une petite table et un dossier. Il a désigné la chaise en face de lui. Elle s'est assise lentement, comme s'approchant d'un précipice. Sa voix s'est brisée avant même que les mots ne se forment. « Nous pouvons arranger ça. » Martin l'a fixé longuement. Pas avec cruauté, pas avec colère, mais avec la tranquillité lasse d'un homme qui a déjà signé la dernière page. Il a poussé le dossier sur la table. Elle l'a ouvert. Un chèque couvrant exactement sa dernière contribution hypothécaire jusqu'au dernier centime. Rien de plus. Elle l'a regardé en clignant des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ta moitié de la maison, a-t-il dit. La dernière. Il n'a jamais été question d'argent. » Elle a dégluti. « Tu as tout planifié, tu as attendu que je fasse une erreur. »« Je n'attendais pas, a-t-il dit. J'observais et documentais et décidais si le silence était une force ou une stupidité. » Il s'est penché en avant, croisé les mains. « C'est l'endroit où je serai, tranquille, hors de ton chemin, plus d'interruptions. Tu m'as demandé de disparaître. » Il a hoché la tête une fois, et c'est ce que j'ai fait. Elle l'a fixé, clignant rapidement des yeux, voulant que les larmes viennent. Mais elles ne sont pas venues. « Tu ne le penses pas ?» a-t-elle dit. « Si », a-t-il simplement dit. « Tu ne peux pas réécrire l'histoire juste parce que j'ai fait quelques erreurs. » Il a incliné la tête. Les erreurs se répètent. Les schémas perdurent. Les histoires ne se réécrivent pas toutes seules. Les gens, si. Elle a fermé lentement le dossier, comme si cela pouvait changer le résultat. « Tu pars vraiment ?»« Je suis déjà parti, a-t-il dit. C'est juste l'écho. »
Le silence s'est étendu entre eux, lourd des années de mots qui ne signifiaient plus rien. « Je ne te hais pas », a-t-il ajouté, « mais j'en ai marre de jouer pour quelqu'un qui hue depuis le premier rang. » Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il s'est levé, a marché jusqu'à la porte et l'a tenue ouverte. Le geste n'était pas chevaleresque, il était définitif. Elle s'est levée le dossier serré comme une béquille et est passée devant lui. La dernière chose qu'elle a vue avant que la porte ne se ferme derrière elle était la pièce où un homme s'était reconstruit brique par brique après qu'elle ait passé des années à donner des coups de pied dans les fondations. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique, pas d'effondrement de dernière minute, juste le bruit d'une serrure tournant dans une maison qui ne lui appartiendrait jamais même dans la mémoire. Cette nuit-là, Patrice est restée sur le seuil de ce qui était autrefois sa maison, s'accrochant à la froide poignée de porte en laiton, comme si elle pouvait encore la reconnaître. Mais la serrure ne céda pas. Elle la secoua une fois, puis plus fort. Rien. Par la fenêtre, elle ne voyait que le vide. Des murs d'air, des sols propres, le fantôme d'une vie qui avait été effacée comme une tache frottée à la javel. Elle se retourna, attendant, espérant voir quelqu'un qu'elle pourrait affronter, exiger des réponses, forcer une reddition de compte. Mais la rue était silencieuse jusqu'à ce que la voiture passe. Une élégante berline noire, vitres teintées, moteur vrombissant doucement. Sur le siège arrière, Martin était assis ne la regardant pas, juste droit devant. Toujours sereine, elle sortit du porche sur la rue, agitant les deux mains. « Martin ?» Rien. La voiture ralentit, mais ne s'arrêta pas. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant une seule seconde, figés. Puis la voiture s'éloigna les pneus, chuchotant sur l'asphalte comme un secret gardé. Elle resta au milieu de la route, sa robe de chambre, flottant au vent, et comprit enfin ce que cela signifiait d'être en dehors de sa propre histoire.